Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, votre web radio 100% rouge et blanche. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Après l'été, vous vous doutez bien que les batteries sont chargées à l'aube d'une nouvelle saison, s'annonçant périlleuse ou palpitante, ça, l'avenir nous le dira. Mais avant de se projeter et de se lancer pleinement dans cet exercice 2018-2019, au nom de l'ensemble de l'équipe Radio Diagonale, j'aimerais souffler sur l'unique bougie qui trône sur le gâteau, puisque cela fait tout juste 1 an que l'on a commencé cette aventure. Alors, ironie du sort ou petit clin d'œil historique, l'aventure avait démarré avec votre rendez-vous d'avant-match, la causerie, concernant le premier match officiel de la saison, et il s'agissait déjà d'un Monaco PSG. On avait reçu pour invité Philippe Goguet de Culture PSG du site, vous connaissez bien. Eh bien, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence puisque Philippe est de retour. Salut Philippe. Bonjour à tous. Il s'en est passé des choses en 1 an, n'est-ce pas? Entre le moment où tu es venu pour ce trophée des champions. C'est ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Neymar ni Mbappé au PSG. Et voilà. Le champion en titre était Monaco. Donc il y a eu pas mal de changements. Le PSG... Pas dans le bon sens pour vous malheureusement, mais bon. Oui. Le PSG est redevenu souverain sur cette ère. Et tu l'as dit, BP est transféré, je dirais même prêté au PSG, si on doit vraiment pousser le vice jusqu'au bout. Alors, vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nos 2 clubs en marge du trophée des champions, délocalisé en Chine à Shenzhen, qui aura lieu ce samedi 4 août à 14h. Alors, avant de se pencher un petit peu sur cette rencontre, il y a quelques sujets qu'on va aborder ensemble, Philippe. Moi, j'aurais des questions autour de Tuchel, le nouvel entraîneur du PSG, du système de jeu, de comment se déroulait la préparation, avec également un petit point sur le mercato. Et ensuite, on se plongera directement dans le match avec les groupes et les joueurs à disposition des coachs. Et puis, on se lancera un petit jeu, essayer de deviner le 11 qui sera aligné par Jardim et Thomas Tuchel. Honneur à l'invité, bien évidemment, Philippe. Considères-tu, au vu du contexte atypique post-Coupe du Monde, que ce match est uniquement le prolongement de la préparation avant d'être un match officiel? C'est vraiment particulier côté PSG parce que déjà la Coupe du Monde, ça a concerné 14 joueurs avec les 2 prêtés de l'an dernier, donc 12 joueurs. Globalement, tout l'effectif est parti à la Coupe du Monde, à part le fameux Rabiot et notre ami Alves qui s'est fait les croisés sur le dernier match de la saison qui comptait pour quelque chose. Donc côté Paris, j'arrive même pas à dire que c'est un match officiel parce qu'il y a un titre en jeu et voilà, ça foutrait mal de perdre d'entrée. Mais globalement, on va avoir une équipe qui sera pas loin d'être de brick et de broc, quoi. C'est la première fois, je crois, de toute l'ère QSI, donc où on a eu un investissement fort, que le PSG va proposer une formation aussi peu prête au coup d'envoi d'un match. Ouais, tu l'as dit, c'est un petit peu un laboratoire finalement, plus que les autres saisons précédentes, également pour Monaco, où ces matchs de préparation servent également à lancer des jeunes joueurs issus du centre ou même de la réserve qu'on voit très peu, même dans le groupe pro. Là, je fais référence également du côté de Monaco avec tous les jeunes qui ont été recrutés en tout début de mercato, par exemple comme les Diop, les Goebbels qui figurent dans le groupe. On y reviendra plus tard. C'est vrai que c'est contrairement à la saison précédente où il y avait à peu près toutes les forces qui étaient déjà disponibles. Là, on va tomber sur un match très 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 particulier. Concernant les mouvements durant l'été, il y a un mouvement phare, c'est l'entraîneur. Alors moi, j'ai des questions au sujet de Thomas Tuchel et je te demanderais juste de faire abstraction de ce qui a pu se passer sous l'ère Laurent Blanc et Emery, mais quand Thomas Tuchel arrive, qu'est-ce qui peut, selon toi, en quoi c'est le profil idéal ou le profil numéro 1? Pourquoi c'est cet homme qui a été choisi, sachant qu'il a que très peu d'expérience, il n'y a que 2 clubs qu'il a coachés, à savoir Mainz et Dortmund.
et que Blanc est recruté à l'époque parce qu'il vous fallait un coach français et il connaissait bien la Ligue 1 pour l'avoir remporté. Emery parce que sur les joutes européennes, apparemment, il était au top avec ses trois victoires en Europa League. Et Thuram, lui, par contre, a un palmarès plutôt vierge. Je crois qu'il a une Coupe d'Allemagne. Voilà. Comment tu le places par rapport aux anciens coachs du PSG? Alors, c'est pas simple de le placer. Déjà, comme tu l'as dit très justement, c'est celui qui a le moins d'expérience, aussi bien à l'échelle nationale que internationale avec la Coupe d'Europe. Dortmund, il a fait deux parcours. Il y en a un des deux parcours, c'est vous qui l'avez stoppé. Et l'autre parcours, il avait subi une première remontada du côté de Liverpool. Ensuite, c'est de tous les coachs qui sont passés par le PSG le plus pointu d'un point de vue tactique, dans le sens où c'est vraiment un coach qui insiste énormément sur le jeu de position. On a vu que, en fait, avec Blanc, on avait déjà un peu attaqué cette voie, savoir être une équipe qui prend énormément le ballon pour le faire vivre, mais on avait vu des limites dans ce style de jeu. Ensuite, Emery est arrivé et a fait un peu un bout de ça, un bout de ce qu'il faisait avec Séville, mais en fait, le PSG s'est aussi rendu compte que ce qui se passait au quotidien, donc en Ligue 1, on n'arrivait pas forcément à le retrouver en Coupe d'Europe, et certaines situations qu'on retrouvait en Coupe d'Europe, on n'arrivait pas à les travailler en Ligue 1, donc en fait, on avait un peu deux PSG, et finalement, on n'en avait aucun, à savoir le PSG de la Ligue des Champions, le PSG de la Ligue 1. Là, Paris fait un choix très clair en faveur de un modèle de jeu qui est celui de Tourelle, qui est donc le jeu de possession dont le grand modèle actuel est Guardiola, et il va s'engager à fond dans cette voie, à savoir que Ligue des Champions, Ligue 1, peu importe, le but ce sera toujours avoir le ballon, jeu de position, jeu offensif, et on verra bien où ça nous mène. Ça, c'est la plus grande nouveauté, mais c'est vrai que c'est aussi l'entraîneur qui a le moins d'expérience de l'ère QSI. On est loin de Ancelotti et ses 10 ou 15 ans dans les plus grands clubs, et c'est je sais pas combien de Ligue des Champions. On est loin de Laurent Blanc qui, quand il est nommé, il faut pas oublier qu'on est en panique justement parce qu'Ancelotti est parti au Real, qu'on n'a pas voulu croire qu'il allait partir. Et ensuite, on est loin d'Unai Emery qui lui avait déjà une sévère expérience de la Coupe d'Europe, notamment les confrontations aller-retour. Là, on fait un pari un peu étonnant. D'ailleurs, quand la rumeur est sortie au début, il y a plein de personnes qui ne voulaient pas y croire et qui comprenaient pas que le PSG s'intéresse à un joueur aussi peu expérimenté. Tout ça. Un entraîneur, excuse-moi, aussi peu expérimenté. Oui. Voilà, honnêtement, tu vois, la presse française en général qui sait pas trop à quoi s'attendre avec Tourelle, mais on est tous un peu là en attente parce qu'on n'a rien vu des matchs amicaux, vu qu'on a joué avec des équipes de Youth League plus que des équipes de professionnels. Et, non, mais c'est vraiment le cas. Hein. Oui. Tu as l'équipe qu'on a alignée contre le Bayern ou Arsenal. Tu as que des joueurs pratiquement, à part Rabiot, Diarra, Buffon. Tu as que des joueurs qui pouvaient jouer l'an dernier en Youth League, pardon. Pour te donner une idée de à quel point le PSG est en retard dans sa préparation aussi, quoi. C'est vrai qu'on a très peu de repères. Éric Tourelle, c'est un peu un entre-deux. Forcément, il n'a pas tous les cadors sous la main. Mais une chose est sûre, c'est que tactiquement, il va innover contrairement au schéma de jeu proposé par Emery. Et on retourne à un schéma un peu délaissé. En France, moi je me souviens, Bielsa l'avait fait. Casanova dans une autre mesure avec Toulouse. C'est le 3-5-2. Ou 5-3-2, je sais pas comment on doit le percevoir, voire même 3-4-3 des fois, on en parle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La défense à 3, pour l'instant, on a joué avec, mais il faut pas oublier un truc, c'est on n'a pas nos titulaires en défense pour l'instant. Ils viennent de revenir là, on sait pas qui va jouer le trophée des champions. Kimpembe sera pas là, mais oui. Marquinhos, Thiago Silva, est possible qu'il joue, mais enfin il y a vraiment, je pense que Thiago Silva jouera, mais on en reparlera plus tard. Mais en gros, il l'a dit lui-même, il a joué en défense à 3 parce qu'il s'est adapté aux défenseurs, aux équipes adverses qui avaient plus de qualité offensive que nous. Donc faut pas non plus trop s'engager dans cette voie-là. Les premières interviews de Tourelle au mois d'avril-mai, par exemple, il dit clairement que pour l'instant, il compte jouer à 4 derrière. Alors depuis, il y a eu des signes dans l'autre sens, mais aujourd'hui, moi j'ai aucune preuve, aucune certitude concernant le 11 de départ qui l'alignerait s'il avait tous ses titulaires. Alors là, en plus, il lui manque Cavani, Mbappé, Neymar. Enfin, l'autre jour, par exemple, contre l'Atlético, là, il y a quelques jours à peine,
on a joué avec 2 attaquants qui s'appelaient Di Maria et Nkunku, qui ne sont pas du tout des attaquants. Oui, c'est voilà. sûr. Di Maria, c'est au mieux un ailier, et Nkunku, c'est pareil, c'est un relayeur ou milieu offensif, mais d'ailleurs, ils étaient perdus, tu vois, les appels de balle, c'est pas bon du tout, quoi. Oui, c'est pas des déplacements de numéro 9, c'est sûr. Ah non, pas du tout. Ah, là, passe de Cavani à Nkunku en pointe, oui, c'est le jour et la nuit, voilà. je pense. Mais donc, c'est très compliqué aujourd'hui de savoir vraiment ce que compte faire Tourelle. Et je sais que au départ, il était visiblement plutôt parti sur la défense à 4. Là, il pousse pour avoir Boateng, donc qui est plutôt dans l'idée, ça serait pour une défense à 3. Mais c'est vraiment super flou. Aujourd'hui, le PSG, on connaît pas plein de choses. On connaît pas. Donc le dispositif tactique, et en plus, il change en cours de match, il change d'un match à l'autre. Là, depuis le début de la préparation, on a déjà joué 4 dispositifs différents, par exemple. On a fait une mi-temps, on a fait la plupart du temps le fameux 3-4-2-1. Ça, on a dû faire 6 ou 7 mi-temps avec. On a fait une mi-temps en 4-3-3, une mi-temps en 3-5-2, une mi-temps en 4-4 de losange. Enfin, on a déjà vu plein de trucs, mais on n'est même pas sûr, vu qu'il n'y avait aucun titulaire disponible. On est sûr de rien, honnêtement. Et c'est un peu... là, la logique voudrait qu'on joue à 3 derrière, mais... Ça fait au coup d'envoi, il y aura peut-être un PSG 4-2-3-1 qu'on n'a pas encore vu, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Alors, en plus, à Dortmund, il jouait plutôt en 4-2-3-1, justement, ouais. Mais à Dortmund, il a commencé en 4-2-3-1 pendant des mois. Après, il est passé à 3 derrière, mais au bout de 8 mois, pratiquement. Ensuite, il a joué 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. Il a tout testé, globalement. Mais c'est vrai que les premiers... Par exemple, l'autre jour, on a vu le premier match de Verratti. Parce que il revient d'une opération d'une pubalgie, tout ça. Il l'a mis direct 3 défenseurs, Verratti tout seul devant. Tu vois, c'est un truc on s'attendait pas à ça parce que jusque là il avait joué avec 2 milieux devant la défense, souvent Rabiot et Berned ou Rabiot et un autre jeune. Et là, Verratti arrive, il change complètement la structure de son milieu déjà. Donc ça va être on verra quoi. Ouais. Voilà. On est vraiment en plein laboratoire, en pleine expérimentation. Et tu l'as dit, c'est un peu le flou, quoi. Tu sais pas trop à quoi t'attendre. On l'a expliqué pourquoi. C'est vraiment le fait qu'il y ait pas mal d'absents ou de joueurs qui sont pas du tout prêts à jouer plus de 60 minutes. Justement, tu en parlais un petit peu durant tes réponses. Niveau préparation du PSG, ça a donné quoi les résultats. Alors, on a parlé un petit peu tactique, mais au niveau résultat et au niveau peut-être satisfaction parmi ces jeunes ou parmi les joueurs comme Nkunku ou Rabiot qui étaient présents. Qu'est-ce que tu retiens de cette prépa? Bon, alors déjà, il y a un premier point, c'est qu'on a joué 5 matchs, on en a gagné 2, à savoir le premier à domicile contre une Sainte-Geneviève, c'est une National 2, donc 4e division, et le dernier contre l'Atlético, 3-2 avec 2 équipes de Youth League en deuxième mi-temps. Les 3 autres, on les a perdus et des fois très lourdement. Donc les résultats sont pas terribles. Après, on a fait jouer des équipes de Youth League, honnêtement. C'est pour ça que les résultats, vaut mieux s'en méfier. Parmi les bons points, il y a quand même Buffon qui a joué 3 matchs, qui a quand même fait 2-3 bons arrêts déjà. Je pense qu'il jouera contre Monaco, mais je suis à peu près sûr. Diarra qui a montré des choses pas si mal en défense centrale, à un poste où on l'attendait pas, une sorte de libéraux. Il avait un rôle de grand frère pour cette préparation, il s'en est bien sorti. Au milieu de terrain, Rabiot a pu faire la préparation complète, donc forcément, il a un semblant de forme. Côté droit, je pense que ça sera pas. On n'a pas d'arrière droit en ce moment. Ça c'est un principe. Oui. On n'a pas d'arrière droit. Faut le savoir. Hein. On a Alves qui est en pleine rééducation, même s'il passe son temps sur Instagram, et on a Meunier qui est en vacances après la Coupe du Monde avec la Belgique. N'oublions pas que la Belgique a eu la possession en demi-finale, très important. Oui, bien sûr. Ouais. C'est inscrit dans le palmarès. Voilà, c'est dans le palmarès. Et donc on risque d'avoir le jeune Colin Dagba, 20 ans, parce que c'est un 98. Titulaire à droite, qui a fait des bons matchs de préparation, qui a réussi à choper la place à Georgen, et puis Georgen s'est blessé en plus. Et donc, lui, il a fait ses petits matchs, et sinon, la grande satisfaction, excuse-moi, c'est en attaque, Wea, qui a fait une bien belle préparation à un poste d'avant-centre qu'il connaît pas forcément très bien. Et sinon, Nkunku, qui a marqué 3 buts lors de la prépa, et qui a su se montrer à son avantage. Le reste, c'est moyen, bon, enfin, un mec comme Verratti, il a vu qu'une mi-temps, forcément, c'est Verratti, il est bon, hein, mais une mi-temps, quoi.
Donc c'est dur de tirer une conclusion. Pareil, Kurzawa, qui était lui aussi à la reprise d'entrée, il a eu des problèmes de dos, entre autres. Il a joué une mi-temps. Bon. Tu as comme ça, c'est dur de faire des conclusions, quoi. Mais globalement, au niveau des jeunes, ça a vu qu'ils ont connu des matchs très compliqués. Je pense notamment à la raclée contre Arsenal, on a pris 5-1. C'est dur de tirer un bilan très positif, mais les 2-3 meilleurs, je dirais que c'était Weah en attaque, Dagba côté droit qui a été assez fiable, et peut-être Nsoki, mais plus en défense centrale qu'en arrière gauche, quoi. Voilà. Écoute, j'ai envie de dire, même son de cloche pour les Monégasques. Oui. Rien de bien. Rien de bien. Contre les D2 et D3 allemandes, là, c'était beau, ça. Hein. Voilà, rien de bien positif. Contre des adversaires beaucoup moins prestigieux également. S'il y a des joueurs à sortir du lot, c'est Ronny Lopez. Il y a un petit jeune aussi qui au milieu a fait bonne impression, c'est le petit Sofiane Diop en provenance de Rennes. Il y a eu beaucoup de turnover, les fameuses recrues de cet été, Aoulou, Pelé au milieu pour remplacer Moutinho, Fabinho. Bref, c'est la préparation, on sait pas trop sur quel pied danser, à quoi s'attendre. Mais pour te dire que la préparation n'a pas été non plus très convaincante côté monégasque. Niveau mercato, pour ce qui est de Paris, tu peux nous rappeler un petit peu les différents mouvements, les départs, les arrivées. Alors, tu as parlé de Buffon, c'est très très vite. C'est la seule arrivée Buffon à cet instant. Le PSG n'a pas recruté le moindre joueur à part Gianluigi Buffon, qui était en fin de contrat. Donc aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, le PSG n'a pas dépensé. Ça, c'est un point rare. Et sinon, beaucoup de départs côté Paris, parce que on a eu le souci du fair play financier où on a dû vendre avant le 30 juin pour être plus ou moins dans les clous avant que l'UEFA ne nous rappelle encore une fois l'ordre, on ne sait même pas pourquoi. On a vendu Berchiche, arrière-gauche titulaire à l'Athletic Bilbao, 24 millions. On a vendu Pastore à l'AS Roma, pareil, 24 millions. On a vendu Hudson Edouard au Celtic Glasgow entre 8 et 10 millions. On a vendu Jonathan Iconé au LOSC, 5 millions. Ensuite, on a prêté avec un prêt qui sera une option d'achat déguisée obligatoire. Vous connaissez ça avec un certain Mbappé. Krikoviak au Lokomotiv Moscou. Et à ma connaissance, c'est tout. On a Guedes qui est en instance de départ mais qui n'a toujours pas signé. Et finalement, on a aussi Ressé qui est resté à Paris parce qu'il est hors de forme et que personne ne veut dire. En phase de réathlétisation. Ah non, lui, il est en phase de réinsertion dans le football. C'est dramatique. Honnêtement, le cas Ressé, c'est dramatique littéralement. Mais alors lui, dans le genre perdu pour le football, il est en train de casser tous les records. Alors, une chose est sûre, c'est que Ressé, on va pas le retrouver sur la pelouse samedi à 14h. On va se pencher maintenant sur les groupes justement respectifs de chacun. Alors, on va commencer par le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Philippe, tu peux nous dire du coup, le groupe de 27 joueurs, il me semble, que Tourelle a emmené en Chine. Alors, il y en a 27 ou même peut-être 28 avec l'arrivée de Neymar, j'ai plus compté. Bref, on va surtout commencer par les absents. Il y en a 4 qui ne joueront pas, qui sont sûrs, qui sont même pas en Asie, même 5, pardon. Il y a Cavani en attaque. Il a toujours le souci au mollet qui a fait qu'il n'avait pas joué contre la France en quart de finale notamment. Nous avons Mbappé, champion du monde qui est en vacances comme vous aussi d'IV, si je dis pas de bêtises. Nous avons Areola qui ne jouera pas, mais bon, lui c'est moins grave depuis que Buffon est arrivé. Kimpembe qui ne jouera pas, mais bon pareil, c'est compliqué. C'est compliqué oui et non parce que c'est par rapport au Brésilien je vais venir. Et on a enfin Meunier, le Belge, qui ne jouera pas non plus, vu que lui aussi il a fini la Coupe du Monde en même temps que la France vu qu'il a fait la petite finale, et donc il reprendra que le lundi après le Trophée des Champions. Ensuite, en joueur très incertain, on a Neymar qui a repris l'entraînement jeudi. Autant dire que s'il joue, il a 2 séances dans les jambes. Il paraît qu'il s'est bien entretenu, mais pour l'instant, Tourelle n'a pas pris de risque avec ses joueurs. Donc, à voir. On a Marquinhos qui est dans le même cas. Donc, est-ce qu'il jouera? C'est différent parce que il est peut-être un peu plus prêt, mais globalement, il n'y a pas grand-chose. On a Thiago Silva qui est revenu lundi de vacances. Et après, tout le reste, ce sont des jeunes, des joueurs à peine prêts. Je pense à Verratti ou Kurzawa qui ont joué une mi-temps en préparation et c'est tout. On a du Di Maria, pareil, qui a joué une mi-temps. Lo Celso qui a joué à peine plus.
Donc énormément de joueurs qui ne sont pas prêts du tout côté PSG, mais vraiment pas prêts du tout. Déjà l'an dernier, c'était pas glorieux quand on avait joué contre vous, le Trophée des Champions, mais il y avait quand même quelques joueurs qui avaient fait une prépa complète et tout. Là, il y a pas en titulaire, il va y avoir que Rabiot dans ce cas-là. Voilà. Pour vous donner une idée à peu près de l'état de santé l'état de forme du groupe parisien, quoi. Voilà. Même Draxler, de son côté, Draxler était revenu, il s'est immédiatement fait mal à l'adducteur, il n'a pas joué 1 minute en match de préparation. Ah, d'accord. Bon. Donc là, je fais le tour un peu. Non, Guedes qui est resté à Paris parce que il est en instance de transfert comme Ressé. Donc le groupe est vraiment à court de forme. Pas totalement handicapé parce qu'au début on pensait que Silva, Marquinhos, voire Neymar ne seraient même pas sur la feuille du match. Je pense qu'il y aura au moins 2 des 3 Brésiliens. La logique voudrait plutôt les défenseurs parce qu'on est vraiment en manque de défenseurs. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'attaquants non plus, mais bon, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là, quoi. Ouais, moi, tu vois, je pensais que Neymar, ça va être comme le cas Falcao, c'est-à-dire qu'il allait juste rejoindre le groupe, mais pas plus. Enfin, en tout cas, Falcao, lui, ne participera pas, mais... Neymar est en Chine avant tout pour des raisons commerciales. Bien sûr, j'allais y venir. Il représente une sorte d'idole locale. Aujourd'hui, on a eu les premières images de son arrivée. Il y avait un monde pas possible pour l'accueillir, alors que bon, il y avait plus de monde pour lui tout seul à l'aéroport que pour le reste de toute l'équipe parisienne, quoi. Bon. La tixerie n'a pas de frontières. Ah, exactement. Puis en Asie, en Chine particulièrement, c'est vraiment quelque chose d'estimé. D'accord. Et du coup, on ne serait pas, potentiellement, là, tu l'as dit, pour des enjeux strictement commerciaux, on pourrait peut-être même le retrouver sur la pelouse pour jouer une petite demi-heure, peut-être rentrer. C'est quelque chose pour toi qui est envisageable ou vraiment pas du tout. On va pas. Tourelle va plutôt être dans une gestion logique, on va dire. C'est envisageable, clairement, mais je pense que ça dépendra de 2 choses. Petit 1, la forme vraiment qu'a le joueur. Aujourd'hui, personne ne sait exactement. On a vu, des échos qu'il y a eu, il est parti direct s'entraîner, ce qui veut dire qu'il est quand même déjà plutôt en forme, parce que ça n'a pas été le cas de tous les joueurs. Et deuxièmement, du scénario du match, peut-être. C'est possible qu'il y ait 18 joueurs sur la feuille de match, même si on a énormément de jeunes, ça va dégager tout ça, malheureusement pour eux. Voilà, ils ont eu la prépa, c'est déjà pas mal à leur échelle. Et maintenant, je pense que il y aura peut-être 17 joueurs prêts, plus Neymar sur le banc de touche, au cas où, il reste un quart d'heure à jouer, Monaco mène d'un but, tu fais rentrer Neymar, quoi. Ouais. Et puis, je pense que la Ligue pousse fort pour que Neymar joue aussi. Bien sûr, oui. C'est sûr. Nous, de notre côté monégasque, du coup, on a un groupe légèrement réduit, donc c'est un peu plus simple. Jardim est parti avec 22 joueurs en Chine. On va commencer par les absents également. Donc, on a donc Falcao qui lui rejoint le groupe demain matin, mais uniquement en tant que spectateur. Il ne sera pas inscrit sur la feuille de match, c'est sûr. Ensuite, les mondialistes, à savoir Sidibé, Subasic et Golovin, qui sont donc en vacances post-mondiales. Pour ce qui est des blessés, on a Touré, Almami Touré. Bon, alors là, c'est pas une surprise. Adama Traoré, je sais pas si tu te souviens de ce joueur, Philippe. Oui, très bien. Je sais que vous avez vos blessés perpétuels qui sont pas là, comme d'habitude. J'ai bien vu. Voilà. Et puis, donc, Pellegrini aussi. Chiesa et Georges ne font pas partie du voyage. Ce sont des choix du coach, au même titre que Bosquilla. Mais voilà, ce sont sans doute en instance de départ, de prêt, en l'occurrence pour Bosquilla. Donc le groupe, à commencer par les gardiens, on aura donc Benalio aussi et Fernandez. Pour les défenseurs, on a le Barreca, la nouvelle recrue en provenance du Torino, ainsi que Glick, Jemerson, Pierre Gabriel de Saint-Étienne, Raji, Serrano. Donc du coup, au milieu, on a donc Aoulou, Grand Cyr, Mboula, Navarro en provenance de Barcelone, le jeune de 16 ou 17 ans. Ndoram, Pelé, Ronny Lopez et Tillmans, qui lui aussi a repris il y a une semaine, qui n'a pas participé à une seule minute lors de la préparation. Et puis au niveau des attaquants, on aura Baldé Keita, Sofiane Diop, Jebels, Jovetic et Silla. Du coup, si on devait se projeter et si tu devais dessiner un 11 qui selon toi devrait être aligné par Tourelle? Alors, c'est là où ça devient compliqué, parce que comme il n'a pas fait 2 fois la même équipe, allez, je vais me lancer, ce serait, je pense, Buffon dans les buts. C'est à peu près la seule certitude. Il y a 2 certitudes à cet instant, c'est Buffon dans les buts et Rabiot au milieu. Le reste, faudra voir.
En défense, pour moi, on jouera à 3, je pense. On aura probablement Ensoki central gauche. Et ensuite, sur les 2 postes restants, ça se jouera entre 3 joueurs, Thiago Silva, Diarra et Marquinhos. Je pense qu'il y aura qu'un des 2 Brésiliens qui jouera, voire même aucun. Arrière droit, arrière milieu droit, je pense que ça sera Dagba. Qu'on joue à 3 ou à 4 derrière, ce sera Dagba, c'est le seul qui a joué à ce poste-là, qui est disponible. À gauche, on aura soit Kurzawa, soit un grand doute, soit Ensoki qui remonterait d'un cran. Au milieu de terrain, je pense qu'on aura Rabiot avec peut-être Verratti. Soit Verratti, soit Lo Celso qui a joué un peu plus. En attaque, on devrait retrouver du Nkunku probablement dans le 11 de départ. Wea possiblement aussi parce qu'il a fait une bonne préparation, le jeune Timothy. Et ensuite, éventuellement, du Di Maria. Mais honnêtement, aussi bien le dispositif que les joueurs, c'est le grand flou. Oui, et je me doute bien. Là, par rapport aux compos qui ont été faites pendant la préparation, on peut faire 4 ou 5 équipes différentes sans problème. Et le seul qui sait vraiment comment, ce qu'il compte faire, comment il compte s'y prendre, combien de défenseurs, le milieu, tout ça, c'est Tourelle. Et en termes de tactique, il n'a pas dit grand-chose en conférence de presse. Sur les matchs, il a fait un peu de tout et son contraire. Donc c'est... Voilà, honnêtement, j'aimerais pas être à la place de Jardim. Tu vois, il y a des moments où Emery, tu savais à quoi t'attendre, Blanc encore plus. Là, tu te pointes. Lui, il a déjà ses soucis. Vous, je pense, le poste d'arrière gauche, notamment, c'est problématique, d'après ce que j'ai vu sur les compos des matchs amicaux. Nous, franchement, même les joueurs, je pense qu'ils n'ont pas la moindre idée de comment ils ont fait, quoi. Disons que, le Jardim part certainement avec plus de certitude. D'une part, parce que le groupe, il le connaît presque par cœur. Tourelle est toujours en phase d'apprentissage également. Donc c'est sûr que c'est un peu plus facile pour nous, je pense, de deviner un 11 qui devrait donc démarrer. Donc dans les cages, pas de surprise, ce sera Benaglio. En défense centrale, Glick, Jemerson. Puisque Jemerson a fait l'ensemble de la préparation pour le coup. Glick qui est revenu, la Pologne est sortie assez rapidement de la Coupe du Monde, donc Glick a pu participer aux 2 derniers matchs de préparation. Sur les côtés, du coup, c'est là où ça pose problème. Les latéraux, il y a un problème, donc ça va être, je pense, Serrano titulaire, très tendre pour le coup, puisque Barreca s'est blessé durant la préparation et il n'a dû participer qu'à en tout une 60aine de minutes. À droite, avec l'absence de Touré, Pierre Gabriel ou Radji, pour le coup, je vois bien encore Radji dépanner, même si le profil Pierre Gabriel, je pense qu'on pourra le lancer sur ce match, on risque pas grand chose non plus. Je pense que Jardim va partir sur un 4-2-3-1, avec du coup Aoulou, Pelé dans l'entrejeu. Un cran au-dessus, on aurait le petit Diop, qui a bien figuré, je me répète. Et puis donc sur les ailiers offensifs, Baldi à droite ou à gauche, qui vont permuter avec Lopez du coup, Henri Lopez, Jovetic qui a pu participer aux 2 derniers matchs, voire même ne serait-ce que le dernier match de préparation contre Hambourg. Voilà ce qui devrait être donc selon moi le 11 aligné par Jardim. Pour toi, vous êtes aussi handicapés que nous au final. Oui. Ils vont être contents les Chinois de voir un match avec 2 équipes réserves, hein. Moi, je trouve qu'à cet instant, les 2 équipes sont clairement plus faibles que la saison précédente. Côté PSG, on a perdu Thiago Motta, pas remplacé. Berchiche, qui, malgré ses limites, était devenu le titulaire à gauche. J'avais, par exemple, fait une très bonne finale de Coupe de la Ligue contre vous, il y a quelques mois. Mais bon, on n'a toujours pas remplacé Matuidi, mais ça, c'est encore autre chose. Défensivement, le PSG a beaucoup perdu ces derniers mois, ouais. Là, clairement, c'est compliqué, ouais. Et vous avez encore vendu Fabinho, Moutinho, Lemar. Tu perds ton meilleur milieu offensif, ton meilleur ton joueur le plus fiable sur ton milieu, Fabinho, et Moutinho qui reste quand même une doublure qui était capable de remplacer partout. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est même inquiétant pour la Ligue 1 de voir que un club comme Monaco, qui a quand même réussi à accrocher la Ligue des Champions, a encore vendu 3 joueurs super importants. Et le PSG, nous, on savait on a du mal à remplacer les cadres de l'ère QSI, à savoir Maxwell qui a toujours pas été remplacé, Matuidi, Motta, tout ça. Bon, on a au moins pris un bon gardien, mais bref.
globalement, à cet instant, je trouve que les deux équipes, les deux 11 de départ se sont affaiblies. Globalement, moi, j'avoue que la saison de Monaco, je suis un peu inquiet pour vous parce que vous avez fini ric-rac l'an dernier sur le podium et j'ai l'impression que vous êtes plus affaiblis que renforcés et surtout les clubs avec lesquels vous êtes en concurrence, eux par contre, ils n'ont pas perdu le moindre joueur, que ce soit Marseille ou Lyon. Ils n'ont pas perdu de joueurs importants. Eux. Bon, ok, ils ont Marseille a licencié Bedimo et Lyon a dû vendre The Bust, mais bon, il a dû jouer quoi, 5 matchs avec les pros. Il n'y a aucune référence en pro. Ouais. Voilà, il a même été, à mon avis, acheté vraiment très cher par rapport à ce qu'il a montré. Je sais pas, j'ai pas trop compris l'intersaison de Monaco, même s'il y a toujours ce fameux besoin de vendre, mais vous avez 135 millions, 45 millions qui tombaient au début de la saison avec le prêt de Mbappé qui se convertissait en transfert. Non, je suis fort dubitatif sur l'intersaison monégasque. Et je crois que c'est Jardim qui a déclaré il y a 2 jours en conférence de presse que ça allait peut-être être la saison la plus compliquée de son ère à Monaco. Je pense qu'il a totalement raison, hein, parce que là, disons que vous avez même pas encore fini de remplacer les joueurs de l'année dernière, que vous en avez déjà d'autres à remplacer. Et je trouve ça inquiétant pour la SM, vraiment. Et je trouve que là on perd vraiment, on perd quoi. Et déjà le parcours de la SM en Coupe d'Europe l'an dernier, il a franchement été pas terrible, voire carrément ridicule. Quand on prend 4-1 à domicile contre Leipzig, c'est vraiment une fin dégueulasse. Et là, bon, je suis vraiment inquiet pour le championnat quoi. C'est bien résumé et même pour terminer un peu tout ce que tu viens de dire, je vais reprendre le tweet qui est signé Philippe Goguet. Donc 328 millions récupérés en 3 ans. Que l'ASM soit obligée de vendre pour continuer à vivre, c'est vrai. Qu'elle n'ait absolument aucune autre ambition que de faire du pognon, c'est loin d'être faux aussi. Alors, ça vient un petit peu rappeler mon inquiétude et notre inquiétude aussi qu'on avait eu le temps de nous faire partager lors de la Gazette du Mercato, lors d'une précédente émission. C'est vrai que tu joues la Champions League et quand on voit comment on était ridicule l'an dernier, l'effectif, les forces en présence, on est parti pour vivre le même cauchemar. Il y a un truc que je comprends pas, juste, je ne veux pas te couper à Monaco, c'est par exemple qu'il y a un poste tout bête, c'est celui de l'arrière gauche. Vous avez fait partir Mendy pour une très belle somme, voilà, ok, même s'il a été vendu après une seule année, je pense que vous auriez pu le conserver, il n'aurait pas hurlé, bref. Mais ça fait 1 an que vous avez des problèmes à ce poste-là, et j'ai l'impression qu'il y a personne qui est arrivé pendant l'intersaison, quoi. Enfin, il y a, tu vois, quand vous aviez le problème avant Mendy, vous avez fait venir Mendy, qui est un bon joueur de Ligue 1, confirmé, tu apportes une vraie solution. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune solution qui a été apportée à ce truc-là, quoi. Ouais, c'était, disons, plus une interrogation. Mendy, quand même, on savait pas trop d'où il sortait, avec cette saison un peu noire pour lui, notamment avec un drame personnel à digérer de son côté, une année dégueulasse sous Mitchell, comparé à Sidibé, qui lui était plus une certitude. Tu partais plus avec un mec qui la Ligue 1 était rodé. Là, on est reparti sur un nouveau pari qui s'appelle Barreca et forcément qu'on a moins vu jouer, qui est aussi sujet à des petits problèmes, des petits pépins physiques. Donc ouais, on repart sur une inconnue et on a bien vu que le poste de latéral gauche, il a été plus souvent occupé par Radjic cette saison. Signoline du coup que le recrutement de Georget est une énorme cagade. Pour le coup, ce qui nous inquiète plus, c'est effectivement derrière. Il y a qu'à voir les matchs de préparation quand tu prends autant l'eau par des équipes de D2 ou de D3, ton gardien soit autant mis à contribution. Ouais, il y a un souci. C'est plus derrière en tout cas que ça nous fait flipper, très clairement. Moi, j'avoue que je ne comprends pas trop la politique de l'ASM parce que je comprends le besoin de vendre des fois massivement pour réenclencher des cycles. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a même plus cette histoire de cycle ou quoi que ce soit. C'est franchement bizarre. Comme si, après avoir touché le gros lot, vous êtes passé d'un objectif, une ambition sportive sur 3 ans, sur des cycles de 3 ans qu'on peut comprendre, le temps de développer des joueurs, à maintenant, il est bon, on vend, il est bon, on vend, il est bon, on vend. Et là, t'as plus de renouvellement, et même pour l'insertion des nouveaux joueurs, c'est super dur. Parce que déjà, intégrer 2, 3, 4 bons joueurs en même temps, c'est compliqué. En intégrer 6, 7, 8, c'est pratiquement impossible. Ça revient tous les ans à bousculer l'effectif, et on a vu, par exemple, avec l'exemple du Milan AC l'an dernier, même si tu mets 8 bons joueurs ensemble, ça marche pas, c'est trop. Et même si Jardim est un super coach, vraiment, on ne dit pas assez, le mec, au bout d'un moment, il peut pas faire des miracles, hein. Il y a des limites, hein. Et encore plus quand toutes ces recrues sortent tout juste de la garderie. Du coup, en plus, tu feras encore
plus de risques. Le seul recrutement, on va dire, pour le moment ambitieux et qui correspond un petit peu à notre politique, ce serait Golovin. Bon, voilà. Il y en a eu qu'un seul, c'est dommage, faut voir. Alors, après, le mercato n'est pas terminé, mais on aura l'occasion, nous, d'y revenir dans nos émissions. Écoute, Philippe, j'espère qu'on a fait le tour, qu'on a tout dit. On a été plutôt bon. On a tout dit pour l'instant, et puis après, il faudra voir. Côté PSG, globalement, ça va être l'incertitude jusqu'au moment où la feuille de match est publiée. Voilà. Affaire à suivre, on le sait, de toute façon, c'est le prolongement de la préparation. Pour moi, je le vois pas comme un match officiel, et je pense que les 2 premières journées de Ligue 1 le seront également, avec du coup l'intégration petit à petit des mondialistes. Encore une fois, Philippe, merci pour ta participation, pour ta flexibilité également. C'était un plaisir de parler foot avec les gens du maillot à la diagonale, le fameux maillot. Le fameux. Que vous arrivez à conserver année après année, je peux vous dire qu'on vous envie, parce que nous, le bleu, blanc, rouge, blanc, bleu est massacré à peu près tous les ans. Donc, vous avez bien la chance d'avoir votre maillot qui est respecté par les équipementiers. Immuable, exactement. Même si Brest a essayé de nous le piquer à une certaine époque. Mais voilà, c'est breveté tout ça. Donc, ça reste en principauté. Quant à nous, chers auditeurs, on va se retrouver très très rapidement, forcément, pour le débrief de ce match. Donc, l'occasion de reparler de tout ça, de voir un petit peu la compo de Jardim. Donc voilà, les rendez-vous sont pris. On garde le rythme. D'ici là, portez-vous bien, pour reprendre une formule chère à Romain. Et puis, Taguemoulikou. Ciao. Et bisous.